On continue maintenant avec la thématique de l'eau et c'est Aurélien Béag qui va nous rejoindre. Vous êtes le directeur du SICASIL. Le SICASIL n'est pas un ovni, c'est le syndicat intercommunal des communes alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup. Vous connaissez la Siagne et le Loup, ils nous entourent. Vous occupez également la place du directeur général adjoint des services techniques Paul Cycle de l'eau de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Reims. À ce titre, vous pilotez les stratégies territoriales en matière d'eau potable, d'assainissement et de préservation de la ressource et d'innovation environnementale. Et aujourd'hui, vous allez présenter des projets originaux mis en œuvre sur le bassin cannois. Alors, on a découvert vos slides avant tout le monde. Le propos est clair comme de l'eau de roche. Voilà, on peut vous le dire. Cher Aurélien, vous avez le micro et la parole. Merci beaucoup. Effectivement, je vais vous parler d'alimentation en eau potable, de sécurisation de l'approvisionnement en eau potable et de solutions innovantes qu'on est en train de mettre en place sur le bassin cannois et notamment de réutilisation d'eau usée traitée. Alors le SICASIL, en fait, c'est un regroupement de 9 communes, dont Cannes. Donc ces communes se sont regroupées en fait pour gérer l'approvisionnement en eau potable du bassin cannois. Donc ils se sont regroupées historiquement. Donc le SICASIL, c'est l'autorité organisatrice du service public de l'eau potable. C'est une structure publique qui gère l'approvisionnement en eau potable du périmètre que vous voyez à l'écran. Donc le SICASIL est propriétaire de l'ensemble des infrastructures de production, de transport et de distribution d'eau potable. Et le SICASIL a choisi de déléguer à des sociétés privées l'exploitation en fait, de l'ensemble de cette infrastructure, qui est une infrastructure en fait, qui est très complexe, et j'aurai l'occasion d'y revenir dans les slides suivantes. Donc la population là, du périmètre dont on parle, c'est 208 000 habitants permanents. Ce qu'il faut savoir, c'est que le SICASIL alimente également d'autres périmètres, des périmètres voisins. Et donc la population, en fait, en période de pointe estivale, elle peut monter jusqu'à 500 000 habitants, donc ils sont alimentés à partir des ressources en eau que je vais détailler juste après. Et donc la particularité du périmètre, c'est qu'on est sur un périmètre qui est très touristique, donc on a des besoins en eau qui sont très fluctuants et qui peuvent atteindre 120 000 m3 par jour d'eau donc mise en distribution sur l'ensemble du périmètre. Alors pour approvisionner en eau potable ce périmètre, le SICASIL en fait, dispose d'un certain nombre de ressources que je vais détailler ici. Donc il y a la ressource du Loup, donc, qui est transportée dans un canal, le canal du Loup. Le SICASIL dispose également du canal de la Siagne, hein, qui permet en fait, de dériver des eaux de la Siagne. Et puis le SICASIL exploite également des ouvrages dans la basse vallée de la Siagne, donc dans la nappe alluviale de la Siagne. Et puis le lac de Saint-Cassien constitue également une ressource en eau, une ressource en fait stratégique pour l'alimentation en eau du périmètre. Donc si on fait un petit peu d'histoire, c'est d'abord le canal de la Siagne qui a été construit. Donc sa construction date de 1868. Donc c'est un canal à ciel ouvert qui permet de transporter les eaux dérivées du cours d'eau de la Siagne. Donc c'est un canal trapézoïdal, hein, qui parcourt l'arrière-pays sur environ 44 km et qui permet en fait d'approvisionner tout le littoral. Donc ce canal de la Siagne, il fait partie en fait de l'identité du paysage et de l'arrière-pays. C'est un ouvrage remarquable de par sa conception, qu'on contribue à moderniser régulièrement. Et puis c'est un espace aussi de promenade, hein, puisqu'en fait on peut cheminer, pour celles et ceux qui connaissent, le long du canal de la Siagne, hein, donc de Saint-Césaire jusqu'à Cannes. Donc on dérive les eaux de la Siagne, qui sont donc transportées par ce canal. On capte également les eaux de la source de la Foux, située à Saint-Césaire sur Siagne. Et l'ensemble de ces eaux transitent dans ce canal jusqu'aux usines de potabilisation. Donc c'est la ville de Cannes, hein, qui a créé ce canal de la Siagne. Et comme ce canal de la Siagne, il nécessitait en fait de la maintenance, de l'entretien, donc il a été
à certaines périodes mis en chômage, et c'est d'ailleurs toujours ce qu'on fait aujourd'hui, on le met en chômage pour le renouveler. Et donc pendant ces phases de mise en chômage, il y avait un problème d'alimentation en eau potable, d'où la construction du canal du Loup quelques dizaines d'années plus tard. Donc là, c'est la ville de Cannes également qui a construit ce canal du Loup, qui a fait construire ce canal du Loup. Donc là, on n'est plus sur un canal à ciel ouvert, mais sur un tube, une canalisation de transport de l'eau depuis les sources qui se trouvent dans la vallée du Loup. Et donc ces eaux sont transportées dans le canal jusqu'aux stations de potabilisation, là encore sur plusieurs dizaines de kilomètres. Donc ces ressources contribuent à sécuriser l'approvisionnement en eau potable du périmètre. Donc c'est deux ressources majeures. Dans les années 1960, il y a eu la construction des puits à drains rayonnants en fait, qui sollicitent la nappe alluviale dans la basse vallée de la Siagne. Donc ça contribue également à augmenter la sécurisation en eau potable du périmètre. Et puis, là on peut passer au slide suivant. Et puis dans les années 2000, David Lisnard, alors président du SICACIL, a obtenu les droits d'eau sur la réserve stockée de Saint-Cassien. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, il y a 10 millions de mètres cubes qui sont alloués au département du Var, sur les 60 millions de mètres cubes que compte la réserve, et 10 millions de mètres cubes qui sont alloués aux Alpes-Maritimes. Et côté Alpes-Maritimes, il n'y a que le SICACIL qui dispose des droits d'eau sur cette réserve stockée, qui constitue en fait pour nous une réserve stratégique qui est mobilisée en cas de besoin quand les ressources gravitaires sont en déficit notamment. Donc ça, c'est une frise chronologique qui reprend en fait ce que je viens de décrire. Donc avec la construction du canal de la Siagne, puis du canal du Loup, ces ressources ont été ensuite maillées, c'est-à-dire qu'elles ont été interconnectées les unes avec les autres pour qu'en cas de problématiques sur une des ressources, qu'elles soient quantitatives notamment ou qualitatives, les autres ressources puissent être mobilisées et permettre l'approvisionnement en eau potable du périmètre. Donc j'ai évoqué également la construction des puits dans la basse vallée de la Siagne. Donc c'est vraiment toute une infrastructure. Je parlais de complexité au niveau de l'infrastructure. C'est le cas, puisqu'en fait toutes ces ressources sont complètement maillées. Donc on a en fait un système d'approvisionnement en eau potable qui est très complexe à piloter. Et qui doit aussi faire l'objet d'un certain nombre de travaux de modernisation. Donc ces travaux de modernisation, ils consistent en quoi? Ils consistent en fait à renouveler les infrastructures. Donc par exemple le canal de la Siagne ou le canal du Loup sont renouvelés tous les ans. Donc on a une politique de renouvellement patrimonial, c'est-à-dire qu'en fait on renouvelle tous les ans environ 1% des canaux, donc que ce soit le canal du Loup ou le canal de la Siagne, pour permettre en fait d'optimiser l'infrastructure et de la pérenniser dans le temps, et aussi d'améliorer ses performances, puisque au fil du temps on peut avoir des fissures qui se forment sur les canaux, et donc on peut avoir des pertes en eau, et donc en renouvelant l'infrastructure ça permet d'optimiser en fait les prélèvements dans le milieu. Et puis plus récemment, on développe en fait des solutions pour moins prélever. C'est-à-dire qu'en fait, on va mobiliser des ressources alternatives, notamment les eaux d'exor de la source du parking Lamy à Cannes. Donc ces eaux-là sont en fait utilisées pour alimenter des bornes qui servent en fait à différents usages urbains. Et puis là, on est en train de développer des réseaux de distribution à partir de cette source du parking Lamy pour irriguer en fait les espaces verts de la Croisette. Voilà, donc en fait, la mobilisation de ces ressources alternatives, elle permet d'économiser l'eau et d'éviter des prélèvements dans le milieu, et notamment dans la Siagne ou dans le Loup. Et donc on va plus loin aussi, notamment sur la réutilisation des eaux usées traitées. J'aurai l'occasion de vous en parler, là encore, pour faire en sorte de limiter la pression en fait, sur les ressources en eau dont on dispose. Et ça, c'est d'autant plus important dans un contexte de changement climatique. On peut passer à la slide suivante, puisqu'en fait, on s'attend à des baisses du débit d'étiage des cours d'eau de l'ordre de 20%, et sans doute même davantage selon les projections.
Donc la ressource commence déjà à se raréfier, et donc c'est pour ça qu'il nous faut trouver des solutions alternatives pour permettre d'assurer l'alimentation en eau du périmètre. Et donc en plus de la recherche de solutions alternatives, il y a tous les sujets de sobriété, d'économie d'eau qu'on essaye de mettre en place sur le périmètre. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une tarification progressive pour inciter aux économies d'eau. On a mis en place la télérelève sur les compteurs d'eau, ce qui permet aux usagers du périmètre de piloter leur consommation, d'être alertés en cas de fuite ou de surconsommation. Donc ça, c'est des outils qui sont mis en place. Et puis, nous, côté SICACIL, on fait en sorte d'optimiser cette infrastructure en la renouvelant. Donc je parlais tout à l'heure de renouvellement des canaux du canal du Loup et du canal de la Siagne. En fait, on fait la même chose sur les conduites de distribution. Puisqu'une conduite de distribution, en moyenne, la durée de vie, c'est une centaine d'années. Donc nous, on renouvelle 1%, tous les ans, on renouvelle 1% du réseau, ce qui permet en fait en 100 ans de renouveler l'ensemble de l'infrastructure. Donc on priorise les conduites à renouveler. Donc là, vous avez ici une illustration. Et ça permet en fait d'optimiser le rendement du réseau et donc de limiter les pertes en eau. Et donc en limitant les pertes en eau, on limite également les prélèvements dans les ressources en eau. Et ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on essaye de monitorer un maximum l'infrastructure pour identifier et prélocaliser en fait les fuites de manière à avoir une réactivité plus importante. Donc concrètement, en fait, ce qu'on va faire, c'est comme une fuite, ça fait du bruit. En fait, on va écouter en permanence le réseau. Donc on a installé des capteurs, on a fait un maillage complet là, du réseau pour écouter en permanence le réseau et puis détecter les fuites et pouvoir les réparer le plus rapidement possible. On a également mis en place ce qu'on appelle de la sectorisation du réseau, c'est-à-dire qu'en fait on a découpé le réseau en secteurs au droit desquels on a mis en place des débitmètres. Donc c'est-à-dire qu'en fait on compte les volumes secteur par secteur et puis on regarde ce qui se passe la nuit. Et quand on a des volumes trop importants, c'est qu'on a parfois des fuites. Donc en mettant en place cette sectorisation, cette instrumentation, et en la couplant avec la télérelève, on est capable effectivement de détecter si c'est des fuites ou si c'est plutôt de l'arrosage. Voilà, donc on rentre dans une phase où en fait on accumule énormément de données qu'il faut digérer, qu'il faut interpréter pour pouvoir optimiser l'infrastructure. Et puis je parlais donc tout à l'heure de recherche de ressources alternatives. C'est ce qu'on a fait en partenariat avec l'agglomération de Cannes. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Où en fait, on fait en sorte de réutiliser les eaux usées traitées. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, en haut à gauche, c'est la station d'épuration de Cannes-Mandelieu, donc qui traite en fait les eaux usées de l'ensemble du périmètre de l'agglomération. Ces eaux usées, aujourd'hui, elles sont rejetées en mer par le biais d'un émissaire. Donc il y a à peu près 15 millions de mètres cubes qui transitent par la station d'épuration. Et ce qu'on a mis en place, c'est une unité de traitement complémentaire. Donc on a déjà une station d'épuration qui est très performante. On a un traitement membranaire, donc on rejette déjà une qualité d'eau qui est très satisfaisante en mer. Et on a mis en place une unité de traitement complémentaire pour pouvoir réutiliser les eaux usées traitées. Donc on a une unité qui est capable de produire 250 mètres cubes heure. Donc aujourd'hui, on réutilise à peu près un peu plus d'1% des volumes totaux qui transitent par la station d'épuration. Mais notre ambition, c'est d'aller plus loin. Donc ces volumes-là, ils servent à date à alimenter un certain nombre d'usages. Donc ils sont en partie illustrés ici. Donc on a déjà l'arrosage des espaces verts. Le nettoyage de voirie, donc on a des bornes, on a une borne à l'entrée de la station d'épuration qui permet d'alimenter les laveuses. On a également des entreprises d'hydrocurage qui peuvent venir s'approvisionner. Et on alimente également le golf All Course de Mandelieu. Donc en fait, à partir de l'unité de traitement que vous voyez ici en photo, on a posé du réseau pour rapprocher les besoins, les usages de l'unité et permettre donc l'alimentation du golfe. Donc c'est à peu près 140 000 mètres cubes qui sont finalement non prélevés dans la ressource en eau, puisque le golfe en fait prélevé
dans la Siagne. Et donc maintenant, le golfe il est alimenté à partir d'eau usée traitée. Et on a également obtenu plus récemment là, des autorisations réglementaires pour alimenter la centrale à hydrogène de l'agglomération. Donc centrale à hydrogène qui est alimentée maintenant à partir d'eau usée traitée. Donc on produit de l'hydrogène pour alimenter derrière les bus de l'agglomération. Et on a posé du réseau également récemment pour alimenter l'aire de lavage des bus et l'aire de lavage des bennes à ordures ménagères, toujours de la régie de l'agglomération. Voilà, mais donc on fait tout ça, donc on déploie du réseau pour réutiliser au maximum les eaux usées traitées pour un certain nombre d'usages, mais on sent bien que on ne va pas pouvoir dépasser plus de 200 000 m3 par an, 200 000 ou 300 000 m3 par an. Et nous, on est convaincus que dans un contexte de changement climatique, il va falloir aller beaucoup plus loin en maximisant ces eaux usées traitées, parce que pour nous, en fait, la station d'épuration, elle constitue une ressource qui n'est pas assez utilisée. Et donc, on a un projet, en fait, on porte un projet donc, en partenariat avec l'agglomération de Cannes et l'agglomération de Grasse, de réutiliser les eaux usées traitées pour faire du soutien d'étiage de la Siagne. Donc je parlais tout à l'heure de baisse du débit d'étiage. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est en fait construire une infrastructure qui permette de soutenir le débit d'étiage de la Siagne pour pouvoir à la fois préserver les milieux aquatiques, assurer durablement l'alimentation en eau de l'ouest du département des Alpes-Maritimes et puis pérenniser, voire développer l'agriculture dans la basse vallée de la Siagne. Et donc ça, c'est résumé dans un film que je vous propose de visionner et qui permet aussi de synthétiser finalement mon intervention. Chaque année, près de 35 millions de mètres cubes d'eau sont prélevés dans les ressources naturelles pour l'alimentation du bassin de vie en eau potable. Depuis plus de 150 ans, la ville de Cannes et le Sicassil œuvrent pour doter le territoire des ressources et équipements indispensables. Une première ressource en eau, le canal de la Siagne dès 1868. Une deuxième ressource, à partir de 1900 avec le canal du Loup. Puis en 2001, le Sicassil obtient les droits d'eau dans le lac de Saint-Cassien, ce qui constitue la troisième ressource. Enfin, plusieurs usines de potabilisation permettent d'assurer une solidarité territoriale en approvisionnant les communes voisines. Aujourd'hui, le réchauffement climatique bouleverse ces équilibres. La température moyenne en France pourrait augmenter de 2,7 degrés d'ici 2100 et les ressources en eau disponibles dans la vallée de la Siagne vont probablement diminuer d'environ 20%. Depuis 2010, et grâce à l'utilisation de technologies membranaires, les eaux usées traitées par la station d'épuration Aquaviva sont de qualité très supérieure aux normes européennes. Afin d'économiser l'eau potable, cette eau est utilisée comme eau de process de la station, pour le nettoyage des voiries communales, l'arrosage des espaces verts ou encore du golfe Haute-Course à Mandelieu-la-Napoule. Dès lors, les 15 millions de mètres cubes d'eau usée traitée rejetés chaque année à la sortie de la station d'épuration représentent un réel potentiel de réutilisation et d'économie d'eau. Soucieux des enjeux environnementaux, l'agglomération Cannes-les-Reims, l'agglomération Pays de Grasse et le Sicassil envisagent de créer une quatrième ressource à plus grande échelle pour répondre à de multiples objectifs. Compenser jusqu'à 30% des prélèvements dans la basse vallée de la Siagne, assurer la préservation des milieux aquatiques, pérenniser les activités économiques agricoles du territoire et ainsi garantir une véritable valorisation circulaire de l'eau. Aujourd'hui, les prélèvements pour les besoins en eau sont effectués dans la Siagne. Les eaux usées traitées par la station d'épuration Aquaviva sont quant à elles rejetées en mer sans impact pour la faune et la flore marine. Avec ce programme, l'eau traitée par la station Aquaviva sera redirigée vers une station d'affinage afin d'atteindre la qualité réglementaire et écologique requise pour une réintroduction en milieu naturel. Un bassin de 4000 m3 et de puissants équipements de pompage permettront d'acheminer l'eau stockée jusqu'à un premier point de rejet situé à 6,5 km en amont sur la Siagne, puis transportée sur 4,5 km supplémentaires jusqu'à un second point de rejet dans la retenue du Tanneron. Après un transit au sein de la zone de transition végétalisée, elle s'écoulera lentement en se mélangeant aux eaux de la Siagne. La surveillance de la qualité de l'eau sera renforcée et des analyses microbiologiques et physico-chimiques seront réalisées à chaque étape du processus, sous la surveillance des autorités sanitaires et environnementales. Les agglomérations Cannes-les-Reims, Pays de Grasse et le Sicassil envisagent une gouvernance à l'échelle territoriale, avec pour objectif de rendre les résultats accessibles à tous en toute transparence. La réalisation de ce projet permettra d'assurer la satisfaction du besoin en eau du territoire, même en période de sécheresse, de préserver l'eau potable pour nos besoins essentiels, tout en protégeant le milieu naturel.
La transition écologique passe par la réutilisation de l'eau. Le SICACIL, les agglomérations Cannes-les-Reims et Pays de Grasse agissent pour une gestion durable face aux défis climatiques. Et on y va pour quelques questions. Moi, je suis désolé, une question un peu entre spécialistes, mais je me posais la question de la réinjection donc, des eaux dans la nappe de la vallée de la Siagne, un petit peu à l'image de l'alimentation en eau de Paris, qui dépend assez largement aussi de travaux de réinjection dans les champs captants au bord de Seine. Donc ma question, est-ce que ça a été étudié? Est-ce que c'est quelque chose qui est un projet qui est travaillé? Oui, alors là c'est un projet, donc ça c'est un film qui a été projeté lors de l'annonce qui a été faite du projet en juillet dernier. Et nous en fait on travaille à la mise en œuvre de ce projet sur en fait beaucoup de thématiques, à la fois des thématiques techniques. On a vu l'unité d'affinage, donc une unité de traitement complémentaire qui va être construite. Donc qui sera sans doute une unité de traitement de type membranaire. Pour assurer une qualité d'eau irréprochable. Donc on travaille sur ces aspects techniques, sur les aspects de conduite, d'hydraulique, etc. Et puis on travaille également sur les aspects environnementaux. On travaille également avec la Chambre d'agriculture sur le sujet. Et puis on essaye de caractériser en fait l'impact de ce projet sur le milieu naturel dans sa globalité, en sachant que en fait aujourd'hui on sollicite la Siagne pour l'approvisionnement en eau potable du périmètre, mais ce qu'il faut savoir c'est que dans le bassin versant de la Siagne on a déjà une quinzaine de stations d'épuration qui rejettent des eaux usées dans la vallée, et ces eaux usées traitées bien sûr sont mélangées avec les eaux on va dire naturelles de la Siagne, et on produit déjà de l'eau potable. Donc en fait en France on fait déjà de l'eau potable à partir des eaux usées traitées. Donc nous, ce qu'on compte faire, c'est simplement, c'est exactement la même chose, sauf que on peut être à certains moments de l'année sur des volumes d'eau usée traitée plus importants, quoique en région parisienne, effectivement, dans la Seine, on a des très grosses stations d'épuration, notamment la station d'épuration d'Achères, qui contribue à une bonne partie déjà du débit de la Seine, qui ensuite la Seine qui est exploitée pour faire de la production d'eau potable. Voilà, donc c'est un projet, c'est un très gros projet qu'on porte avec d'autres autorités organisatrices pour faire en sorte de mettre en œuvre des solutions qui vont être essentielles dans un contexte de changement climatique. Ce changement climatique qui va s'imposer à nous, puisque, et je parlais tout à l'heure de prévision en termes de baisse du débit d'étiage. On peut être, et le SMIAGE a lancé des études et notamment une thèse sur le sujet, on peut être sur finalement des projections encore plus alarmistes que les 20%. Donc il va falloir qu'on trouve effectivement des solutions. Une question supplémentaire. Est-ce qu'il y en a une de ce côté de la salle? On n'a pas encore fait. Allez, ici. Moi, je me posais... merci pour la présentation. Merci pour la présentation. Je me posais la question des générateurs d'eau atmosphérique. Est-ce que c'est un sujet qui est étudié au niveau des ressources additionnelles en eau? Parce qu'on a quand même un certain pourcentage d'eau dans l'atmosphère qu'on pourrait récupérer, qu'on pourrait utiliser. Pourquoi pas pour de l'eau potable, justement? Sans doute, mais à petite échelle, puisqu'en fait, nous, on a un service finalement... un service public où vous avez vu un peu les quantités d'eau qu'on distribue. On prélève environ 30 à 35 millions de mètres cubes d'eau par an. Et donc cette échelle-là ne permet pas de répondre aux besoins du périmètre. Voilà. Mais après, il y a d'autres collectivités qui réfléchissent à d'autres techniques. Je pense notamment à la métropole de Nice qui réfléchit à mettre en place des usines de dessalement sous-marine. Enfin, il y a plein de solutions possibles aujourd'hui. Et en tout cas, nous, on pense que après la mobilisation des ressources gravitaires, la mobilisation de la ressource stockée, les eaux usées, en fait,
en France, on les réutilise pas assez, contrairement à d'autres pays. Hein. Et d'ailleurs, dans le plan eau qui avait été annoncé par le président de la République, on devait accélérer sur le sujet. Force est de constater qu'aujourd'hui, on n'accélère pas suffisamment, alors qu'il y a un contexte de changement climatique qui est déjà là et qui contribue en fait à affaiblir le débit des cours d'eau. Débit qui est essentiel pour le milieu aquatique notamment. Hein. Donc, et c'est encore trop compliqué aujourd'hui d'obtenir les autorisations réglementaires hein, sur le sujet des eaux usées traitées. Hein. Nous, pendant des années et des années, on a multiplié les études, les démonstrations, les analyses pour prouver au service de l'État qu'en fait, il n'y avait aucun impact à réutiliser les eaux usées traitées. Et donc, aujourd'hui, c'est encore une problématique, hein, c'est qu'on a un problème de coût, puisqu'en fait, ces analyses-là, on les poursuit, puisqu'en fait, on doit faire des contrôles réglementaires hein, sur les eaux usées traitées, et ça c'est très coûteux, en fait, en termes d'analyse. Donc, c'est encore un problème aujourd'hui, c'est encore un problème, même si c'est effectivement nécessaire de toujours montrer qu'il n'y a pas d'impact. Le coût effectivement pose un certain nombre de problèmes. Là, j'ai parlé tout à l'heure d'unités de traitement, de conduites qu'on a posées. En fait, on ne peut pas imaginer construire un double réseau avec le réseau d'eau potable et puis un réseau d'eau usée traitée. Enfin, c'est pas envisageable. Nous, on a posé quelques kilomètres de conduite, mais ce qu'il faut savoir, c'est que poser 1 mètre de conduite, c'est environ 700 €. Donc, quand on parle de kilomètres de réseau, ça, c'est pas envisageable. Alors, il y a la ville de Paris, effectivement, qui dispose d'un réseau d'eau brute spécifique, mais c'est un réseau historique. Il y a la métropole de Nice qui dispose également d'un réseau d'eau brute. Nous, on dispose d'un réseau d'eau usée traitée, mais qui est très limité, en fait. C'est quelques kilomètres. Et on ne pourra pas multiplier non plus les kilomètres de réseau d'eau usée traitée. Donc là, moi, j'ai parlé d'un réseau de transport. Là, c'est en fait une seule conduite de gros diamètre qui sera posée, mais sur quelques kilomètres. Alors, c'est déjà un très très gros projet, mais voilà, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin parce que c'est un projet qui est très coûteux. Hein, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros entre le bassin de stockage, l'unité de traitement et puis la canalisation de transport qui va permettre de remonter les eaux dans la vallée de la Siagne. Et je suis à votre droite. Dernière question. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Je suis, Monsieur Jauvert, je suis élu à Villeneuve-Loubet. Je participe régulièrement donc, aux réunions du comité sécheresse et je confirme tout ce que vous avez dit, notamment la situation que nous vivons. On est déjà en vigilance sur l'ensemble du département. Vous m'entendez? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on... Alors j'ai encore crié. On est en vigilance déjà sur l'ensemble du département. Il y a fort à parier que dans 15 jours, on va déjà passer dans un premier seuil d'alerte, notamment sur certains secteurs, comme Cannes par exemple. Vous étiez l'année dernière très rapidement. C'était une question de bassin versant, vous savez l'histoire. Alors aujourd'hui, oui, il faut faire des économies. Oui, il faut trouver des solutions pour que les gens consomment moins. La chose, vous avez parlé tout à l'heure de tarification progressive. La plupart de ces tarifications sont mises en place maintenant dans pratiquement toutes les communes, mais je crois qu'il faut aller plus loin. La commune de Villeneuve-Loubet et celle de Grèce, nous avons mis en place la tarification saisonnière. Alors la question, c'est est-ce que Cannes va prendre cette direction aussi? Parce qu'aujourd'hui, la tarification progressive, quand vous êtes touriste, quand vous êtes en secondaire, en méditation secondaire, vous consommez sur 4 mois la quantité d'eau sur l'année. Donc c'est pour ça que la tarification saisonnière est importante. C'est-à-dire vous avez 6 mois, les 6 premiers mois à moins 40%, les mois d'été à plus 40% et le reste à moins 60%. Alors je pense que c'est important que Cannes aille dans ce sens. Je voudrais savoir votre avis. Alors effectivement... nous, on a mis en place une tarification progressive et on ne va pas aller vers une tarification saisonnière. En tout cas, ce n'est pas le souhait des élus à date parce que, en fait, mettre en place une tarification saisonnière, c'est déjà très complexe. Ça demande une ingénierie tarifaire particulière pour en fait, éviter d'avoir des effets sur des populations permanentes, notamment. Et donc, alors il y a le Conseil économique et social environnemental là, qui avait réalisé une étude et qui avait montré qu'en fait la tarification saisonnière
elle peut être pertinente dans certains cas de figure et pas forcément pertinente dans d'autres. Donc moi, je suis assez convaincu qu'il n'y a pas forcément un modèle à mettre en place partout de manière uniforme, mais qu'en fait, il faut trouver localement les meilleures solutions par rapport à l'aspect touristique, à l'aspect parce que la population permanente qui réside. Et donc, la tarification, c'est sans doute un des outils pour encourager aux économies d'eau, mais c'est sans doute pas le seul. Je parlais tout à l'heure de télérelève. Ça, c'est un autre outil qui est, de notre point de vue en tout cas, nécessaire, parce qu'il faut à un moment donné qu'on soit outillé pour mieux piloter notre consommation. Enfin, déjà, il faut déjà savoir de quoi on parle en termes de consommation. Il faut que finalement les usagers prennent le sujet à bras-le-corps et puis commencent à se poser les bonnes questions sur les habitudes de consommation, comment on peut mieux consommer. Et puis, vous avez vu au travers de la présentation, nous, on essaye de travailler sur plein de thématiques pour faire en sorte d'économiser l'eau sur des usages particuliers notamment. Je parlais tout à l'heure de la réutilisation des eaux d'exorde du parking Lamy. Je vous dis, là, on est en train de poser des conduites, de réhabiliter des anciens postes de relevage en assainissement pour créer une infrastructure qui permette d'irriguer notamment la Croisette, les espaces verts de la Croisette. Donc, en fait, il y a tout un panel de solutions qui s'offrent aux collectivités de choisir les bonnes options et surtout au service de l'État aussi d'encourager la mise en œuvre des solutions concrètes. Et encore une fois, je parlais de la réutilisation des eaux usées traitées. On ne va pas assez vite sur le sujet. Merci beaucoup Aurélien Béag. Merci beaucoup.